Des cités oubliées au cœur de jungles impénétrables, des hiéroglyphes restés indéchiffrables pendant des siècles et un calendrier prédisant l'avenir des milliers d'années à l'avance. Nous avons l'habitude de penser aux grandes civilisations antiques comme l'Égypte, la Grèce ou Rome. Mais dans les forêts d'Amérique centrale vivait un peuple dont le savoir surpassait de loin celui de presque tous ses contemporains. Il s'agissait des Mayas. Et les découvertes scientifiques récentes à leur sujet bouleversent notre compréhension de l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, les Mayas sont bien plus que de simples vestiges du passé. Près de 2 millions de personnes vivent encore sur leurs terres ancestrales, de la péninsule du Yucatan au haut plateau du Guatemala. Et le plus étonnant est qu'ils aient remarquablement résisté au monde moderne, préservant les traditions de leurs ancêtres. Il ne s'agit pas de simples tribus dispersées. Ils forment une culture puissante et monolithique qui a vécu pendant des siècles dans une relative sécurité, sans jamais chercher la conquête ni permettre aux étrangers de détruire leur mode de vie. Leur monde, c'est la Mésoamérique. Un creuset unique où certaines choses n'existaient nulle part ailleurs. Imaginez, des livres accordéons en écorce d'arbre, des calculs mathématiques complexes et un jeu de balles rituel où la vie elle-même était souvent en jeu. Ici, les fèves de cacao remplaçaient l'or sur les marchés et les souverains s'infligeaient des tortures rituelles pour apaiser les dieux. Les Mayas croyaient en un ciel à plusieurs niveaux et un monde souterrain obscur et terrifiant, et le centre de leur univers était gardé par le légendaire serpent à plumes. Les aliments de base de leur vie, hier comme aujourd'hui, sont le maïs, les haricots et les courges. Mais les Mayas ont transformé la cuisine ordinaire en un véritable processus chimique. Ils faisaient bouillir les grains de maïs dans de l'eau de chaux, les pilaient avec des pierres pour obtenir une pâte souple, puis cuisaient des galettes appelées tortillas. Ils consomment encore ces aliments aujourd'hui, des milliers d'années plus tard. Une telle continuité est tout simplement stupéfiante. Mais comment ont-ils pu construire tout cela dans des conditions aussi extrêmes? La Mésoamérique est une terre de contrastes, des sommets glacés de volcans actifs aux déserts arides en passant par les forêts tropicales étouffantes. C'est ici que battait le cœur de la civilisation maya, au milieu d'arbres géants et de pluies torrentielles. Au sud, des montagnes s'élèvent, nées de cendres et de magma. Là, à 3000 mètres d'altitude, parmi de profondes crevasses et des forêts de pins, les Mayas ont bâti leurs premiers établissements. Mais leur véritable essor s'est produit plus au nord, dans les plaines. Comment survivre dans une jungle où le sol s'épuise en quelques années seulement? Les Mayas ont perfectionné la technique de l'agriculture sur brûlite. C'était un véritable art. Défricher une parcelle de forêt, attendre le pic de la sécheresse, puis tout brûler et utiliser les cendres comme engrais. Pendant ce temps, le soleil au-dessus de la forêt tropicale était voilé par des nuages de fumée. Et ça marchait. Un seul agriculteur pouvait nourrir 20 personnes. C'est ce surplus de nourriture qui a libéré les Mayas du travail forcé dans les champs, qui se déroulait par milliers. Cela a permis l'émergence d'architectes, de prêtres, d'artistes et de scientifiques, qui ont commencé à construire des pyramides et à étudier les étoiles. Le monde maya se divise en 3 vastes zones. Au sud, la région montagneuse, l'influence des Mexicains est encore perceptible, et les célèbres hiéroglyphes et voûtes à degrés y sont presque absents. Au centre, le département du Petén, véritable cœur de la civilisation, marque l'apogée de la civilisation maya. C'est là qu'ils créèrent des calendriers complexes et érigèrent des stèles datées. Enfin, au nord, le Yucatan. Cette vaste plaine calcaire, où la vie dépendait entièrement des cénotes, puis le naturel profond rempli d'eau, est restée habitée jusqu'à l'arrivée des Espagnols, contrairement aux cités du Sud, finalement abandonnées. Mais comment avons-nous découvert leurs secrets? Longtemps, on a cru que ces ruines de la jungle étaient l'œuvre des Atlantes, des Celtes, voire des tribus perdues d'Israël.
une véritable percée eut lieu au milieu du XIXe siècle. Le diplomate américain John Stevens et l'artiste anglais Frederick Catherwood se frayèrent un chemin à travers les lianes et déclarèrent au monde « Ceci n'a pas été construit par des extraterrestres mythiques, c'est l'œuvre des Indiens eux-mêmes. » Dès lors, une véritable course s'engagea pour percer leur mystère. Le plus grand mystère qui continue de déconcerter les plus grands esprits est celui du temps. Le calendrier Maya fonctionne comme un gigantesque mécanisme d'horlogerie d'une précision incroyable. Il décompte les jours à partir d'un point mythique, d'un passé lointain. Mais comment faire correspondre leurs dates avec notre calendrier? Cela s'est avéré une tâche extrêmement difficile. Les scientifiques ont proposé 2 principaux systèmes de corrélation, mais l'écart entre eux est colossal. 260 ans, c'est une période historique immense. Qui a raison? La réponse se trouve peut-être dans les détails qui ont miraculeusement survécu à l'humidité et à des siècles d'abandon. Les anciens Mayas ornaient les entrées de leurs majestueux temples de massives poutres de bois de sapote. Ces poutres ont subsisté jusqu'à nos jours et pourraient bien être la clé qui révélera enfin la véritable histoire de cette grande civilisation. Mais sommes-nous prêts à ce que nous allons découvrir? Car plus nous en apprenons sur les Mayas, plus les questions se multiplient. Par exemple, pourquoi, à l'apogée de leur gloire, ont-ils soudainement abandonné leur cité florissante et disparu sans laisser de traces? La réponse réside dans leur rapport à la nature et dans la structure même de leur société. Ces poutres, en zapote antique, ne sont pas de simples morceaux de bois, ce sont de véritables capsules temporelles. Imaginez, elles pourraient confirmer ou infirmer complètement tout ce que nous savons sur les Mayas. Pendant des années, les scientifiques ont débattu de la manière de corréler correctement le calendrier Maya avec le nôtre. Et lorsque l'Université de Pennsylvanie a mené une série d'analyses au radiocarbone sur ces poutres, toute la communauté scientifique a poussé un soupir de soulagement. Pourquoi? Parce que les résultats ont confirmé le système dit de Thomson. Si ces tests avaient montré le contraire, toute la chronologie de l'ancienne Mésoamérique se serait effondrée comme un château de cartes. Après tout, presque toutes les découvertes archéologiques de cette région sont liées au conte long Maya. Une erreur de datation signifierait que nous ne comprenons rien à cette histoire. Malgré des dates précises, des questions subsistent. La science officielle nous apprend que ces terres ont vu se succéder plusieurs cultures. Dès 1500 avant notre ère, des groupes de chasseurs et d'agriculteurs primitifs y vivaient. Le chemin fut long, des campements primitifs à l'apparition des premières pyramides et des mystérieux hiéroglyphes à la fin de la période archaïque. Vint ensuite la période classique, un âge d'or qui dura de 300 à 900 de notre ère. Ce fut l'époque de cités majestueuses et de calculs astronomiques précis. Puis, à la fin du Xe siècle, un événement inexplicable se produisit. Un cataclysme d'une telle ampleur frappa les cités mayas centrales que leurs habitants abandonnèrent leurs foyers et prirent la fuite. Le cœur de la civilisation fut déserté et des envahisseurs venus du centre du Mexique déferlèrent du nord au sud. Ce fut la fin d'une grande ère. Mais qui étaient vraiment ces gens? On a l'habitude de parler des Mayas comme s'il s'agissait d'un seul peuple. En réalité, ils formaient un réseau complexe de tribus apparentées mais très différentes. Imaginez, un Indien du Yucatan rencontre son parent des hauts plateaux du Chiapas. Ils se regardent mais ne se comprennent pas. C'est comme si un Anglais essayait de parler à un Néerlandais. Leurs langues ont une origine commune, mais ont tellement divergé que la communication est devenue impossible. Les linguistes tentent de percer ce mystère depuis des décennies. Selon une théorie, les ancêtres des Mayas provenaient d'Amérique du Nord, une petite tribu apparentée aux Amérindiens de l'Oregon et de la Californie. Il y a environ 5000 ans, ils commencèrent à s'installer dans les montagnes du Guatemala, puis une importante division s'opéra. Certains migrèrent vers le nord-ouest et se retrouvèrent complètement isolés,
tandis que d'autres s'établirent dans les plaines du Yucatan. Le plus étrange est que la partie centrale de la carte linguistique maya soit restée longtemps inexplorée. Qui, alors, a bâti ces grandes cités de la période classique? Les chercheurs pensent qu'il s'agissait des Colés. C'est très probablement leur langue qui résonnait dans les rues de Palenque et de Copan. Mais leur disparition ultérieure demeure un autre grand mystère. Si l'on se penche sur des textes sacrés comme le Popol Vuh, on découvre comment les Mayas eux-mêmes expliquaient leurs origines. C'est une histoire fascinante et sombre. Selon la légende, les dieux tentèrent à plusieurs reprises de créer les humains. D'abord, ils les façonnèrent de boue, mais ils s'effrient. Ensuite, ils les créèrent en bois, mais ces êtres de bois se révélèrent sans âme et stupides. Les dieux les détruisirent. La troisième tentative fut faite de viande, mais ces créatures, elles aussi, sombrèrent dans le mal et périrent dans les eaux du déluge. Et ce n'est que lorsque les dieux pétrirent une pâte de maïs jaune et blanc que les véritables humains apparurent, les ancêtres des Mayas. Bien sûr, l'archéologie brosse un tableau plus prosaïque, mais non moins épique. Les premiers humains arrivèrent en Amérique depuis l'Asie durant la dernière période glaciaire, traversant un pont terrestre à l'emplacement actuel du détroit de Bering. Ces redoutables chasseurs atteignirent, il y a 11 000 ans, les confins du continent, le détroit de Magellan. À cette époque, l'Amérique était bien différente, d'immenses steppes peuplées de mammouths, de bisons géants et de chameaux. Les chasseurs Clovis traquaient ces géants, armés de javelots à pointe de pierre finement taillée. Un de ces javelots en obsidienne a été découvert au Guatemala. Ce minuscule éclat de verre prouve pourtant que des hommes vivaient ici même, à l'époque où les derniers mammouths foulaient la terre. Mais il y a environ 8000 ans, le monde a commencé à se transformer rapidement. Les glaciers ont reculé, le climat est devenu chaud et sec. Les steppes se sont transformées en désert, et les proies traditionnelles des chasseurs ont tout simplement disparu. Les populations ont été contraintes de périr ou de changer radicalement de vie. Ainsi commença l'ère des chasseurs-cueilleurs. Ils ont erré, collecté des graines et des racines et appris à connaître les plantes. C'est durant cette période qu'un événement survint au Mexique qui changea le cours de l'histoire, la domestication du maïs. On a longtemps cru que les Mayas avaient été les premiers à domestiquer cette plante. Le Guatemala possède plus de variétés de maïs que tous les États-Unis réunis, et ce n'est pas un hasard. L'un des plus anciens centres de sélection du maïs s'y trouvait. Imaginez, le maïs que nous connaissons aujourd'hui est le fruit de milliers d'années de travail d'agronomes de l'Antiquité qui ont transformé une humble herbe sauvage en la céréale la plus productive au monde. Étonnamment, l'analyse de pollen ancien provenant des lits lacustres du Petén a révélé que le maïs y était cultivé dès 2500 avant Jésus-Christ, soit 1000 ans avant l'apparition des premières civilisations agricoles connues dans la région. Mais qui étaient ces mystérieux agriculteurs? Les linguistes évoquent les Yucatèques, mais leurs établissements de cette époque restent introuvables. Peut-être sont-ils enfouis sous d'épaisses couches de jungle qui ont tout recouvert au fil des millénaires. Vers le milieu du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, les premiers véritables villages commencèrent à apparaître sur la côte pacifique. Il s'agissait de minuscules hameaux de huttes de roseaux perdus au cœur des mangroves et des lagunes obscures. La vie y était étonnamment abondante. On y pêchait, on y ramassait des huîtres, on y chassait les iguanes géants et on y cultivait de petites parcelles de terre gagnées sur la forêt tropicale. On y chassait rarement le cerf. On n'avait tout simplement pas besoin de s'éloigner beaucoup de chez soi. Dans cette vie paisible et sédentaire, l'art émergea. Les premières céramiques firent leur apparition. Au départ, il s'agissait de récipients rudimentaires, imitant la forme des bols de pierre, mais c'est dans ces poteries primitives que furent posées les fondations d'un futur grand empire. Nous commençons seulement à comprendre comment ces petits villages de pêcheurs
se sont transformés en une civilisation capable de bâtir des villes qui nous émerveillent encore aujourd'hui. Mais le chemin vers le sommet ne faisait que commencer. Mais l'ascension vers les sommets ne faisait que commencer. Pour comprendre comment une poignée de pêcheurs sont devenus les bâtisseurs des grandes pyramides, il nous faut explorer leurs habitations et examiner leurs vestiges. C'est là que les archéologues ont fait leurs premières découvertes surprenantes. Dans les sites des cultures d'Okos et de Quadros, les scientifiques ont mis au jour des poteries d'une perfection presque inconcevable pour leur époque. Il ne s'agit pas de simples poteries, mais de véritables œuvres d'art. Les artisans utilisaient de l'hématite, un minerai de fer à l'éclat miroir qui conférait au récipient une brillance rouge foncée étincelante. Les objets étaient décorés avec une grande finesse. Des zigzags étaient tracés sur l'argile humide à l'aide de bords de coquillage, où des motifs étaient appliqués avec de fins fils de coton. Et c'est là que réside un mystère qui continue d'intriguer les historiens. Cette technique de tissage et d'application de motifs à la corde était courante au néolithique en Europe et en Asie, mais en Mésoamérique, on ne la retrouve qu'ici. De plus, l'éclat métallique si particulier de ces récipients n'a été observé qu'à un seul autre endroit sur la planète, sur la côte équatorienne. Comment ces technologies sont-elles arrivées jusqu'ici ? Sont-elles le fruit du hasard ou des traces d'anciens voyages maritimes dont nous ignorons tout ? La réponse demeure enfouie au plus profond de la Terre. Outre une vaisselle raffinée, ces populations utilisaient aussi des objets plus prosaïques au quotidien, des râpes à maïs en pierre et des pois en argile pour leurs filets de pêche. Mais parmi ces débris domestiques, les archéologues découvrent des milliers de mystérieuses figurines féminines. Massives et en argile, elles jonchent littéralement les strates culturelles de cette période. Il s'agissait très probablement de symboles d'un culte de la fertilité, d'anciennes déesses mères, dont les images se répandirent plus tard dans toute la région. Une fois de plus, la piste mène à l'équateur. C'est là que de telles figurines sont apparues dès le 4e millénaire avant Jésus-Christ. La vie des anciens agriculteurs était une lutte constante contre les éléments. Ils construisaient leurs maisons, faites de poteaux, recouverts d'argile blanchie, sur des plateformes de terre pour empêcher les pluies tropicales estivales de transformer leurs habitations en marécages. Mais avec le temps, ces modestes buttes commencèrent à s'élever. À la Victoria, une plateforme de 7,5 mètres de haut fut découverte. Ce n'était plus seulement un abri contre l'eau, c'étaient les fondations d'un temple. Il est important de comprendre, toutes les grandes pyramides mayas qui émerveillent aujourd'hui les touristes ne sont que des répliques d'une simple hutte de paysans, agrandies à des proportions incroyables. À l'origine, c'était la demeure du membre le plus respecté de la communauté, puis un sanctuaire particulier, qui s'élevait de génération en génération. Ainsi naquit une hiérarchie. Les chefs et les prêtres commencèrent à être enterrés dans ces plateformes séparées du peuple, qui était toujours inhumé directement sous le sol de sa propre maison. Au XIXe siècle avant Jésus-Christ, les conditions de vie étaient devenues si favorables que la population connut une croissance exponentielle, tandis que la vie dans les montagnes s'écoulait paisiblement. Un phénomène incroyable se produisait sur les plaines côtières brûlantes du Mexique, dans les États de Veracruz et de Tabasco. C'est là que naquit la civilisation olmèque. Elle atteignit son apogée, puis disparut aussi soudainement que les Mayas eux-mêmes plus tard. Les Olmèques construisirent d'énormes pyramides de 30 mètres de haut au milieu des marécages et sculptèrent des têtes gigantesques de plusieurs tonnes dans du basalte. Le protagoniste de leur art était une figure étrange et terrifiante, un jaguar-garou aux traits d'un enfant en pleurs. Il s'agissait du dieu de la pluie, le plus ancien du panthéon mésoaméricain. Ce sont très probablement les Olmèques qui inventèrent l'écriture et le calendrier complexe que nous appelons aujourd'hui calendrier maya. L'histoire nous a légué un exemple tragique de la façon dont le monde moderne détruit le patrimoine antique. Caminal Güey,
jadis un centre majestueux abritant des centaines de temples pyramidaux, a aujourd'hui quasiment disparu. La capitale du Guatemala s'est développée si rapidement que les bulldozers ont transformé des monuments archaïques inestimables en débris pour la construction de ces périphéries. Les scientifiques n'ont pu récupérer que quelques bribes d'informations. Il s'avère que les anciens habitants de ces lieux conservaient leurs provisions dans de profondes fosses creusées directement dans la cendre volcanique, semblables à des bouteilles. On y a retrouvé de tout, des noyaux d'avocat aux épis de maïs, en passant par des restes de textiles et de paniers. Leurs poteries étaient ornées de dessins de singes araignées rouges et de dragons grotesques. Parallèlement, les premiers groupes mayas commencèrent à s'installer dans la jungle dense du Petén. Leur culture, connue sous le nom de Mamom, paraît primitive au premier abord. Ils ne construisaient pas de grands édifices et leur poterie était simple et monochrome. Mais ils utilisaient déjà des chaltins, des chambres souterraines creusées dans le calcaire qui servaient d'entrepôt, de bains et de tombeaux. C'est sur ces fondements mêmes que la civilisation maya classique allait s'épanouir des siècles plus tard. Mais comment ce bond qualitatif s'est-il produit? Comment de simples agriculteurs se sont-ils transformés en brillants mathématiciens et astronomes? Les théories abondent. Certains croient sérieusement à l'influence d'anciens explorateurs chinois, mais la science est inexorable. Aucun artefact du Vieux Monde n'a été découvert dans les sites mayas. Les théories d'influence extérieure s'effondrent. Les Mayas étaient un peuple unique, bien que jamais isolé, ayant intégré les réalisations de leurs voisins, notamment les Olmèques. La civilisation ne se résume pas aux villes et à l'écriture. Elle est avant tout ordre et maîtrise du temps. Les Mayas ont créé un calendrier qui reste considéré comme l'un des plus précis de l'histoire de l'humanité. Il reposait sur 2 cycles, fonctionnant comme les rouages d'une vaste machine. Le premier était le cycle rituel Tzolk'in, composé de 260 jours. Imaginez un système de 13 nombres et de 20 noms de jours, tels qu'Imish, Ik ou Akbal. Ces cycles s'enchaînaient avec une précision mathématique déterminant le destin de chaque individu et de l'ensemble du royaume. Le second cycle était l'année solaire, Hab, de 365 jours. Elle était divisée en 18 mois de 20 jours chacun, mais à la fin, il y avait toujours 5 jours supplémentaires, les jours de malchance, une période de peur et d'incertitude où, selon les Mayas, la frontière entre les mondes devenait dangereusement ténue. Lorsque ces 2 cycles coïncidaient, un cycle calendaire de 52 ans se formait. Ce n'est qu'une fois tous les 52 ans que la même date coïncidait sur les 2 calendriers. Pour les peuples du Mexique, cela représentait la limite de leur planification. Mais les Mayas allèrent plus loin. Ils perfectionnèrent le système, créant le compte long, qui leur permit de consigner des événements remontant à des milliers d'années. Ce système devint le cœur de leur monde. Temples voûtés, hiéroglyphes, céramiques polychromes et peintures exceptionnelles, tout cela apparut plus tard, durant la période classique. Mais les germes de cette grandeur furent semés alors, dans le calme des villages de pêcheurs et à l'ombre des premiers tumulus, lorsque l'homme décida de défier le temps et d'inscrire son histoire dans la pierre. Au lieu de simplement compter les jours, les anciens Mésoaméricains ont créé une véritable machine à remonter le temps. Leur calendrier, connu sous le nom de compte long, constitue un univers à part. Contrairement aux cycles auxquels nous sommes habitués, ce système leur permettait d'enregistrer des événements sur des milliers d'années, avec une telle précision que toute ambiguïté était levée. Il constituait le fondement même de leur réalité. Le compte long ne se basait pas sur une année standard, mais sur le Tun, une période de 360 jours. Ce système était à la fois élégant et rigoureux. 20 kin formaient un winal, soit 20 jours. 18 winal formaient un tun. Le compte se poursuivait ensuite par incrément de 20. 20 tun formaient un katun, soit 7200 jours. Et 20 katun formaient un baktun,
une période colossale de 144 000 jours. Lorsque les Mayas gravaient les dates sur leurs monuments, ils suivaient un ordre strict, des cycles les plus longs aux plus courts. Pour déterminer le jour, ils devaient additionner toutes ces périodes et calculer le temps écoulé depuis la fin du dernier grand cycle. Ce cycle durait 13 Baktuns et s'achevait le jour qu'ils appelaient un Ahau Huitkumhu. Prenons par exemple une date typique trouvée sur des stèles par les archéologues, 9.10.19.5.11. Ces chiffres dissimulent que des calculs incroyables, 9 Baktun équivalent à plus d'1 200 000 jours, 10 Katuns équivalent à 72 000 jours. Ajoutons à cela 19 Tun, 5 Winal et 11 Kin. Le résultat est 1 374 951 jours depuis le début des temps. C'est une précision étonnante pour une civilisation qui ignorait tout des ordinateurs. Mais comment ont-ils fait pour tout noter? Le système était d'une simplicité ingénieuse. 3 symboles seulement. Un point pour 1, un trait horizontal pour 5 et une coquille stylisée pour 0. Les nombres jusqu'à 4 étaient représentés par des points. 6 était un point au-dessus d'un trait. 10 était représenté par 2 traits. Le nombre le plus élevé de leur système, 19, ressemblait à 4 points au-dessus de 3 traits. Mais la véritable innovation résidait dans l'utilisation du zéro. C'est le concept de vide qui leur a permis de travailler avec des nombres supérieurs à 19 et de créer des structures calendaires aussi complexes. Le mystère réside dans la date exacte d'apparition de ce calendrier. La plupart des chercheurs s'accordent à dire que le compte long est apparu bien après les cycles réguliers, mais les dates précises restent inconnues. Le plus ancien document connu remonte au 7e Baktun et, plus étonnant encore, il a été découvert hors du territoire maya. Aujourd'hui, la stèle numéro 2 de Chiapa de Corzo est considérée comme la plus ancienne. Elle servait de centre rituel dans la vallée aride du Grijalva. Une colonne de chiffres y est gravée, correspondant au 9 décembre 1936. 5 ans plus tard, une autre stèle célèbre, la C, portant une date similaire, est apparue sur le site Olmec de Trezapot. Malgré les dommages subis par ces monuments, les chercheurs ont pu reconstituer les valeurs initiales. Tout porte à croire que le calendrier maya a pris sa forme définitive avant le 1er siècle de notre ère. Il a été créé par des peuples fortement influencés par les Olmecs. Ces peuples n'étaient peut-être même pas les Mayas eux-mêmes. De là, l'écriture et la connaissance du temps se sont répandues le long de la côte pacifique, dans les montagnes, et ont progressivement atteint les forêts denses du Petén, où de grandes cités allaient plus tard prospérer. La clé des origines de cette civilisation réside dans la culture d'Izapa. Celle-ci a servi de pont entre les anciens Olmecs et les Mayas classiques. Des monuments de ce style sont disséminés sur un vaste territoire, de la côte atlantique au haut plateau du Guatemala. À son apogée, Izapa était un grand centre religieux. 80 fondations de temples, d'énormes tertres artificiels recouverts de galets, y sont encore visibles. On pense que les habitants d'Izapa parlaient le tapachulteco, une langue aujourd'hui éteinte. Bien que la cité ait longtemps subsisté, son apogée coïncide avec l'aube de la consignation de l'histoire par l'art monumental. L'art d'Izapa se caractérise par des scènes élaborées et ambitieuses. Les bas-reliefs représentent des scènes profanes comme le triomphe sur un ennemi et des images religieuses saisissantes. Le personnage principal est le dieu aux longues lèvres. Avec sa lèvre proéminente et ses narines crachant du feu, il était l'héritier du jaguar-garou Olmec, seigneur de la pluie et de la foudre. Les premiers symboles qui formeront plus tard la base de l'écriture maya apparaissent également à Izapa. Par exemple, le symbole en forme de U, qui représentait très probablement la lune. À Izapa, on observe les prémices de tout ce qui fera la grandeur des Mayas, stèles,
autel et l'image du dieu de la pluie Tchak, qui commence tout juste à se métamorphoser après ses anciennes formes monstrueuses. Un autre rival d'Izapa était Caminalguyu. Ce centre se situait aux abords du Guatemala actuel. Imaginez 200 fondations de temples érigées par des souverains au pouvoir colossal. Aux derniers siècles avant notre ère, la culture de Miraflores y a prospéré. Les archéologues qui ont fouillé les sépultures locales ont été stupéfaits par leur opulence. Des pyramides de plus de 20 mètres de haut étaient construites en argile ordinaire et en déchets, mais ce qu'elles recelaient était stupéfiant. Les rites funéraires étaient à la fois brutaux et majestueux. Le corps du souverain, recouvert de peinture rouge, était descendu dans une fosse profonde avec ceux d'adultes et d'enfants sacrifiés. L'un de ces tombeaux contenait plus de 300 objets magnifiques, masques de jade, boucles d'oreilles et coupes en schiste cristallin. Même les pilleurs qui s'introduisaient dans ces pyramides dans l'Antiquité n'avaient pu tout emporter. La céramique de cette époque constituait un art à part entière. Les vases se complexifièrent, leurs pieds prenant la forme de personnages espiègles, tels que de vieillards souriants. Les artisans utilisaient du plâtre peint pour donner des teintes roses et vertes à leurs pièces. Mais la technique la plus singulière était celle de l'usulutan. Une couche protectrice de cire était appliquée sur le vase, puis fumée. Une fois la cire retirée, de gracieuses lignes dorées ondulées se détachaient sur le fond sombre. Caminalguyu était habité par un peuple qui maîtrisait l'écriture à une époque où d'autres cultures commençaient à peine à s'y intéresser. Les stèles découvertes sur le site représentent des personnages portant des masques du même Dieu aux longues lèvres. L'une des dalles brisées révèle un texte écrit dans une langue qui demeure indéchiffrable à ce jour. Il s'agissait d'une ébauche, un prototype de l'écriture savante que nous connaissons aujourd'hui. Mais dès le IIe siècle de notre ère, la prospérité de Caminalguyu commença à décliner. La ville tomba en ruine et ce n'est que des siècles plus tard, après l'invasion de nouvelles tribus, que la vie y connut à nouveau un essor remarquable. Tandis que les civilisations se succédaient au sud et dans les montagnes, les régions centrales et septentrionales, au cœur des jungles du Petén, connaissaient un essor fulgurant. La culture chicanelle y régnait en maître. Elle était d'une remarquable homogénéité. Les Mayas des plaines découvrirent une arme secrète, le calcaire. Ils comprirent qu'en cuisant cette pierre et en mélangeant la poudre obtenue avec de l'eau, ils pouvaient créer un mortier blanc et résistant. C'était l'ancêtre du béton. Grâce à cette découverte, les architectes mayas devinrent de véritables créateurs. Pyramides et sites rituels commencèrent à s'élever à Oaxachtún et Tikal, qui deviendraient plus tard des symboles de cette civilisation. C'est alors, à l'ombre des premiers géants de pierre, que les Mayas décidèrent enfin de défier le temps, transformant leur histoire en un calendrier perpétuel gravé dans la pierre. Et ce n'était que le début. Le béton blanc a tout changé. Grâce à cette découverte, les architectes mayas sont devenus de véritables créateurs et les premiers géants de pierre ont commencé à surgir dans les jungles de Oaxachtún et de Tikal. Mais comment ce peuple a-t-il décidé de défier le temps lui-même? Pour le comprendre, il faut examiner ce qu'il a laissé sous les couches de terre et de pierre. À Oaxachtún, des archéologues ont découvert une plateforme d'une blancheur aveuglante. Il s'agit d'une pyramide au sommet tronqué, entièrement recouverte d'une couche de plâtre blanc. Ces différents niveaux, avec leur seuil de terre caractéristique, sont une signature qui deviendra la marque de fabrique de toute l'architecture maya des basses terres. Mais le plus étrange et le plus fascinant ici, ce sont les masques. D'énormes monstres nous fixent du regard sur les côtés de chaque escalier. Que sont-ils? Un dieu de la pluie métamorphosé, des anciens Olmecs, ou un serpent céleste glissant entre les mondes? Les réponses sont enfouies dans la pierre. Et tout en haut se dressait autrefois un édifice de roseaux. Les traces de poteaux dans le sol en témoignent.
C'était un temple où le ciel rencontrait la terre. À quelques heures de route au sud se trouve Tikal. Si vous pensiez qu'Uaxactún était le summum de l'art, Tikal vous fera changer d'avis. Ici, l'architecture atteint la perfection. Les murs des temples de la fin de la période sont ornés de peintures d'un réalisme saisissant. Un artiste talentueux a utilisé le noir, le jaune et le rouge pour représenter des figures humaines sur un fond de volutes étranges, évoquant des nuages. Mais les véritables secrets de Tikal ne se trouvent pas sur les murs, mais en dessous. Imaginez, quoi de plus terrifiant que de découvrir la tombe d'un grand souverain dans les fondations d'un temple? Les chercheurs ont été stupéfaits par la sépulture numéro 85. Un squelette solitaire gisait dans une chambre recouverte d'une voûte primitive. Il lui manquait le crâne et les fémurs. À en juger par l'abondance des offrandes, cet homme n'était pas un simple guerrier, mais un véritable chef mort au combat. Son corps, mutilé par ses ennemis, fut découvert par ses sujets, soigneusement enveloppé dans un linceul et dressé debout. Pour remplacer la tête manquante, un petit masque de pierre verte aux yeux et aux dents de nacre était attaché au paquet. Une arête d'oursin, symbole de sacrifice, y était également placée. À proximité, 26 vases ont été mis au jour, dont l'un contenait des morceaux de pain. La datation au carbone 14 a révélé que ces personnes ont vécu et sont mortes ici au 1er siècle de notre ère. La splendeur de la période maya se révèle partout où un archéologue entreprend des fouilles. Même au nord, où les découvertes sont généralement moins nombreuses, se dresse l'imposante butte d'Huaxuna, une plateforme de temple mesurant 60 mètres sur 130. Au début du IIIe siècle de notre ère, la civilisation maya était déjà à l'aube de son âge d'or. Elle possédait tout, des temples sur des places publiques, l'utilisation du calcaire, des fresques et même un précurseur du béton moderne. Mais il y avait une nuance technique. Les Mayas inventèrent la voûte à degrés, ou fausse voûte. Le principe était simple. Des pierres étaient disposées en rangées, chacune dépassant légèrement la précédente, jusqu'à ce qu'une seule pierre plate soit placée au sommet. Mais cette simplicité avait un prix. Pour empêcher le toit de s'effondrer sous son propre poids, il fallait ériger des murs massifs et incroyablement épais. Cela contrastait fortement avec leurs voisins mexicains, qui préféraient les toits plats en bois. On pourrait croire que la civilisation était pleinement constituée. Pourtant, il manquait 2 éléments cruciaux, l'écriture et le calendrier du compte long. Étonnamment, ces technologies apparurent d'abord chez leurs voisins des hauts plateaux, qui les avaient très probablement apprises des Olmecs, civilisation encore plus ancienne. À Tikal, l'écriture et le calendrier ne s'imposèrent que bien plus tard, au début de la période classique. Ainsi, en l'espace de 6 siècles, du 4e au 10e siècle, les Mayas accomplirent un essor incroyable. Ce fut l'âge d'or de toute la Mésoamérique. La population augmenta et le commerce prospéra. Longtemps, on crut qu'il s'agissait d'une période de paix sous le règne de sages prêtres, mais ce n'est qu'un mythe. L'État maya était conquérant, belliqueux et doté d'un gouvernement entièrement laïque. Le point de départ de l'ère classique fut une date inscrite sur une plaque de jade découverte en 1864 dans les marais du Guatemala. Sur une face, on voit un souverain piétinant un captif. Sur l'autre, une date correspondant à 320 après Jésus-Christ. Longtemps, la plaque de Leyde fut considérée comme le plus ancien document maya. Mais la découverte de la stèle numéro 29 à Tikal révéla qu'elle était encore plus ancienne, datée de 292 après Jésus-Christ. Cela signifie que les Mayas commencèrent leur système de mesure du temps dès la fin du IIIe siècle. Cependant, à ce moment précis, un événement étrange se produit. Une force extérieure commence à exercer une pression sur la culture maya. Du centre du Mexique, l'ombre d'un géant se profile, Teotihuacan. Cette cité-empire, avec ses immenses pyramides du Soleil et de la Lune, était si puissante que son influence s'étendait sur des milliers de kilomètres.
Au début du 5e siècle, des envahisseurs venus de Teotihuacan s'emparent de Kaminalguya et y construisent une réplique miniature de leur capitale. Il s'agissait d'une civilisation hybride. Les nouveaux arrivants formèrent la classe supérieure, mais avec le temps, ils se mayanisèrent. Leurs tombeaux présentent un étrange mélange des techniques architecturales mexicaines et des rituels locaux. Les nobles défunts étaient inhumés dans des corbillards en bois, accompagnés dans l'au-delà par des enfants sacrifiés. Pour souligner leur statut, ils utilisaient le jade à une échelle industrielle. Un bloc de 10 kg a été découvert sous l'un des escaliers. Qui étaient ces gens? Des guerriers ou des marchands? Probablement les deux. Au Mexique, il existait une caste de marchands armés, les Pochtecas. Ils parcouraient de vastes distances à la recherche de marchandises rares pour leur empereur. Kaminalguyu devint leur avant-poste, une place forte pour l'extraction des ressources des terres mayas. La population locale continuait de payer un tribut, mais désormais à des étrangers. Le seul endroit où elle pouvait se sentir libre étaient les sources thermales du lac Amatitlan. Des plongeurs y remontent encore des centaines d'embarcations que les Indiens jetaient au fond, implorant la protection des dieux du feu et de l'eau. Tandis que les étrangers régnaient en maîtres au sud, la culture tzakol s'épanouissait dans la région centrale, au Pétain. Elle incarnait l'élégance à son apogée. Les temples resplendissaient de blancheur et les céramiques étaient ornées de perroquets et de grues en vol. Mais les plus précieuses restent les fresques. À Uaxactun, une scène de la vie réelle a été préservée sur les murs d'un temple. Des nobles, hommes et femmes, conversent paisiblement, tandis que des musiciens, non loin de là, battent des tambours et agitent des maracas. Ce ne sont pas de simples dessins, ce sont des instants d'histoire figés avec leurs colonnes de hiéroglyphes. À Tikal, on a découvert le tombeau peint. C'est une pièce creusée dans une pierre tendre dont les murs sont recouverts de stucs blancs et ornés de hiéroglyphes noirs. La date inscrite sur le mur est le 18 mars 457. Un homme, décapité et manchot, y fut enterré. Son corps fut ramené du champ de bataille et inhumé avec des honneurs extraordinaires. Des vases contenaient des carcasses d'oiseaux pour nourrir son âme et des coquillages rapportés d'une côte lointaine étaient éparpillés alentour. À ce stade, la civilisation maya était devenue complexe, diversifiée et d'une richesse inouïe. Les Mayas avaient appris à bâtir des cités éternelles, à mesurer le temps et à créer des œuvres d'art qui leur survivraient. Mais des accomplissements encore plus grands et des chutes encore plus mystérieuses les attendaient. L'histoire ne faisait que commencer, mais ce n'était que le calme avant la tempête. Longtemps, les chercheurs ont cru que les Mayas s'étaient développés indépendamment, isolés dans leur jungle. Mais les fouilles au cœur du Petén, sur le site légendaire de Tikal, ont tout bouleversé. Il s'est avéré qu'au 5e siècle de notre ère, l'ombre d'un géant venu du nord, l'énigmatique Teotihuacan, planait sur les cités mayas. Imaginez la stèle 31 de Tikal. Elle représente un souverain maya littéralement enseveli sous le poids des ornements de jade. Mais un simple coup d'œil aux panneaux latéraux suffit à vous glacer le sang. Un guerrier se tient là. Son équipement, un bouclier rectangulaire et un propulseur, trahit son statut d'étranger. Tlaloc, le dieu mexicain de la pluie, arbore un sourire sur son bouclier. Que s'agissait-il alors? Une visite amicale ou une occupation armée? Tikal était-elle une cité libre ou était-elle devenue un État fantoche sous domination étrangère? La réponse réside probablement dans l'argent et le pouvoir. La caste des Pochtèques prospéra à Teotihuacan. Il ne s'agissait pas de simples marchands, mais de véritables guerriers commerçants. Ils avaient besoin des trésors de la jungle, peaux de jaguar, jade et surtout les plumes vertes éclatantes du quetzal pour les coiffes de leurs empereurs. Afin de consolider leur succès, ils entreprirent de modifier la foi maya elle-même.
Sur les pierres sacrées de Tikal, le visage du dieu local Shak fut progressivement remplacé par celui sévère de Tlaloc. C'était l'expansionnisme culturel à l'état pur. Des objets extraordinaires ont été découverts dans des tombes de cette époque. Des vases peints dans le style des hauts plateaux mexicains côtoient des céramiques mayas traditionnelles. Des couteaux en obsidienne verte, transportés sur des centaines de kilomètres, reposent près des dépouilles de nobles locaux. La vie était florissante entre la vallée de Mexico et la jungle du Petén, avec un commerce incessant de tissus, de plumes et de produits exotiques. Mais au VIe siècle, le monde maya fut soudainement bouleversé. Une crise profonde et inexplicable s'installa. La construction s'arrêta. On cessa d'ériger des stèles. De plus, les archéologues ont constaté des traces de destruction délibérée de bâtiments, comme si l'on cherchait à effacer la mémoire du passé. S'agissait-il d'une guerre civile, d'un soulèvement contre des oppresseurs étrangers ou d'un effondrement social? La question demeure. Lorsque la fumée des incendies se dissipa enfin au début du VIIe siècle, le monde était transformé. Teotihuacan, le grand empire du Nord, avait tout simplement disparu. La cité était incendiée et abandonnée. Pour les Mayas, ce fut un moment décisif. Libérés de l'emprise économique et politique des puissances étrangères, ils entrèrent dans leur âge d'or, la période classique tardive, durant laquelle leur civilisation atteignit des sommets sans précédent. Mais l'influence mexicaine ne se limitait pas au sud. Si l'on se rend au nord, dans les terres rocheuses du Yucatan, le spectacle est encore plus surprenant. À Acansec, parmi les pyramides mayas typiques, se dresse une plateforme construite dans un style tout à fait étranger. Ses façades représentent des chauves-souris, des écureuils et le serpent à plumes en personne, Quetzalcoatl. Il s'agissait d'un véritable avant-poste de Teotihuacan, un signe audacieux de la présence des peuples du nord des siècles avant les grandes invasions. Un autre mystère plane sur la côte pacifique du Guatemala, la culture Cotzumalhuapa. Ses créateurs, le peuple Pipil, parlaient une langue apparentée à celle des Aztèques, et leur art peut terrifier même le spectateur le plus aguerri. Les sculpteurs de cette culture semblaient obsédés par la mort. Crânes, squelettes et scènes macabres de sacrifices sont sculptés partout. Leur principale passion était le jeu de balles rituel. Mais oubliez le sport tel que nous le concevons. C'était un acte sacré où des vies étaient en jeu. Les joueurs portaient de lourdes ceintures de protection en cuir et en bois, qui furent plus tard représentées dans la pierre comme des jougs rituels. Sur leurs stèles, les joueurs de balles tendent les bras vers les dieux du soleil et de la lune, et de leur corps jaillissent des branches de cacaoyer, principale richesse de ces terres. Ce peuple n'était pas maya. Il avait un calendrier différent, une écriture différente et des dieux différents. C'était une enclave de culture mexicaine austère, jouxtant les cités mayas classiques. Mais à quoi ressemblaient réellement ces grandes cités à leur apogée? Nous avons l'habitude de les imaginer comme des jungles de béton grouillantes de monde, mais la réalité était bien plus intéressante. Ce que nous appelons villes mayas, Tikal, Palenque, Uxmal, n'avaient rien à voir avec Rome ou Constantinople. Imaginez une forêt tropicale à perte de vue, et disséminée dans cette forêt, le long des chaînes de montagnes et des cours d'eau, se trouvent des milliers de petites fermes. Les Mayas vivaient dans des huttes de roseaux surélevées sur de petites plateformes pour les protéger des inondations pendant la saison des pluies. Ces hameaux s'étendaient sur des kilomètres, séparés seulement par des marécages ou des savanes. Les pyramides de pierre et les palais n'étaient que les centres de ces vastes agglomérations. Tikal, sur 15 km², n'abritait qu'environ 10 à 11 000 personnes. La densité de population y était 3 fois inférieure à celle d'une ville moderne moyenne. Tikal n'est pas une ville au sens où nous l'entendons. C'est une constellation de villages gravitant autour d'un centre rayonnant où vivait l'élite. Ces centres étaient des montagnes artificielles.
les architectes mayas construisirent des pyramides de manière à ce qu'elles soient visibles à des kilomètres à la ronde, au-dessus de la cime des arbres. Au sommet des temples, ils érigèrent d'immenses crêtes de pierre, ornées de peintures et de reliefs aux couleurs chatoyantes. À l'intérieur, l'obscurité régnait. Les pièces étaient si étroites et exiguës que seuls les prêtres pouvaient s'y rendre lors de rituels secrets. À proximité se dressaient des palais, véritables labyrinthes de dizaines de pièces aux murs d'albâtre. Des rois y ont-ils vécu? Les érudits en doutent. Vivre dans une cellule de pierre, sous une chaleur et une humidité suffocantes, surtout au milieu de nuées de chauves-souris, n'est guère agréable. Il est fort probable que les souverains aient préféré des édifices plus légers et mieux aérés, qui n'ont tout simplement pas subsisté jusqu'à nos jours. Ces palais servaient de centres administratifs ou de lieux de réception. Des rangées de stèles se dressaient sur les places devant les temples. Ces chroniques de pierre représentaient des rois en costumes extravagants, foulant aux pieds des captifs ou brandissant des sceptres à l'effigie de dieux nains. Devant chaque stèle se dressait un autel circulaire d'où s'élevait la fumée odorante du copal. Chaque dalle était un manifeste politique, une affirmation de pouvoir et un lien avec les ancêtres. Et bien sûr, chaque centre important possédait un terrain de jeu de balles. À Copan, l'une des plus belles cités mayas, ces terrains étaient ornés de têtes d'aras en pierre. Copan était véritablement une vallée des merveilles. Au XIXe siècle, l'explorateur John Lloyd Stephens acheta la cité abandonnée entière pour seulement $50. C'est là qu'il découvrit un chef-d'œuvre de l'artisanat ancien, l'escalier hiéroglyphique. Imaginez 63 marches, chacune entièrement recouverte de gravures. Il s'agit du plus long texte de l'histoire maya, composé de 2500 hiéroglyphes. C'était un livre de pierre gigantesque relatant l'histoire d'une dynastie. Les cités mayas ne furent pas construites selon un plan unique, comme Teotihuacan. Elles se développèrent organiquement, strate après strate, siècle après siècle. Chaque nouvel édifice, chaque nouvelle pyramide répondait aux défis de son époque. Cette civilisation transforma la jungle en un jardin luxuriant et la pierre en une poésie sublime. Mais derrière cette grandeur, les ombres d'un déclin futur, prédites par les anciens prêtres dans leur calendrier, commençaient déjà à se dessiner. L'histoire se poursuivait et un événement se profilait qui allait à jamais changer le visage du continent américain. Si vous pensez que toutes les cités mayas se ressemblent, vous vous trompez lourdement. Un seul regard sur Copan suffit pour comprendre qu'il ne s'agit pas d'un simple village, mais d'un véritable Paris du monde antique. Son principal atout, qui fascine encore les archéologues, réside dans ses sculptures incroyablement fines, presque baroques. Tandis que les artisans d'autres régions luttaient contre la nature capricieuse du calcaire, les artistes de Copan travaillaient le tuf volcanique verdâtre. Cette pierre tendre leur permettait de créer de véritables merveilles. Imaginez des façades où chaque centimètre carré est orné d'images des dieux de la pluie et du jeune dieu du maïs. Des dizaines de stèles et d'immenses autels s'y dressaient, trônant sur de vastes places, tels les décors d'un grand spectacle. Les estrades qui les entouraient étaient noires de monde. Des milliers d'habitants de Copan s'y rassemblaient pour assister à des rituels mystiques qui, croyaient-ils, empêchaient le ciel de s'effondrer. Mais si Copan était la capitale culturelle, à seulement 50 kilomètres au nord, se trouvait son fidèle vassal, Quirigua. Longtemps considéré comme une simple bourgade du bassin du Motagua, perdue dans une végétation luxuriante, la vérité éclata lorsque les érudits déchiffrèrent les hiéroglyphes. Quirigua était un protectorat de Copan, et bien que son architecture puisse paraître banale, c'est à Quirigua que l'on découvre un spectacle véritablement époustouflant. La stèle E. Imaginez le plus grand monolithe du Nouveau Monde, s'élevant à plus de 10 mètres de hauteur.
Un souverain barbu tenant un sceptre y est sculpté, et les côtés de la colonne portent des inscriptions de dates marquant le début de l'éternité. Le talent des sculpteurs locaux est stupéfiant. Ils créèrent des autels zoomorphes, d'énormes blocs de pierre prenant la forme de monstres accroupis, avec des figures humaines dissimulées dans leurs entrailles. Ce ne sont pas de simples pierres, ce sont les cauchemars et les triomphes figés des rois antiques. Cependant, la grandeur de Copan et de Quirigua s'efface lorsqu'on s'aventure au cœur de la jungle du Petén jusqu'aux ruines de Tikal. Les premiers Européens les découvrirent presque par hasard. En 1695, le père Avendano, prêtre espagnol mourant de faim et peinant à se frayer un chemin à travers les fourrés épineux des marais guatémaltèques, aperçut soudain des ombres gigantesques devant lui. Rassemblant ses dernières forces, il gravit ces maisons hautes, ignorant qu'il se trouvait au sommet de la plus grande métropole de l'Amérique précolombienne. Aujourd'hui, Tikal est une cité de gratte-ciel de pierre. Le temple numéro 4 s'élève à près de 70 mètres. De son sommet, la vue est vertigineuse. Les cimes des autres pyramides émergent, comme des îles au-dessus de l'océan vert infini de la jungle. Le centre de Tikal est un lieu d'une puissance brute. De larges avenues, jadis empruntées par de fastueuses processions, reliaient places et palais. À l'intérieur de salles revêtues de calcaire blanc, des poutres en bois de sapotier subsistent encore. Il est remarquable que ce bois, vieux de plus de 1000 ans, ait résisté là où même la pierre avait cédé. En 1962, la découverte d'un tombeau sous l'une de ces pyramides a révolutionné notre compréhension de la richesse maya. On y a trouvé le squelette d'un homme de très grande taille, littéralement recouvert de jade et de perles. À côté de lui, une collection unique d'objets en os ornés de gravures exquises a été mise au jour. Ces dessins sont notre seul indice quant à l'apparence de leurs livres, car aucun manuscrit sur écorce n'a survécu au climat humide de la jungle. La vie y prospérait grâce à un système complexe de réservoirs. Lorsque les archéologues modernes ont entrepris les fouilles, ils ont dû restaurer l'un des anciens bassins, faute d'autres sources d'eau dans la région. Les Mayas étaient des génies de la survie. Ils ont transformé d'anciennes carrières en réserves vitales qui ont sauvé la ville lors des sécheresses les plus sévères. Mais pour vivre une expérience véritablement dramatique, il faut descendre le fleuve Usumacinta jusqu'à Yaxchilan et Piedras Negras. Ces cités sont littéralement creusées dans les falaises côtières. Yaxchilan est célèbre pour ses linteaux, ses dalles de pierre surmontant les portes et véritables bandes dessinées de l'Antiquité. Elles sont sculptées de scènes de grandes victoires et de cérémonies sanglantes. À Piedras Negras, les archéologues ont fait une découverte tout à fait inattendue. 8 bains de vapeur avec foyer et bancs en pierre. Il s'avère que les souverains mayas appréciaient les cures thermales bien avant qu'elles ne se popularisent. Mais la découverte la plus sensationnelle eut lieu en 1946, lorsque des Indiens, Lacandon, conduisirent des explorateurs américains jusqu'à la cité perdue de Bonampak. Ce qu'ils virent dans 3 petites pièces stupéfia le monde. Les murs étaient entièrement recouverts de fresques aux couleurs éclatantes. Il ne s'agissait pas de simples peintures, mais de véritables témoignages de la vie quotidienne au début du IXe siècle. Point de dieux ennuyeux ici, la guerre y est palpable. On y voit la fureur des combats, on y entend le grondement des longues trompettes de guerre. Sur le mur suivant se déploie une scène glaçante. Des prisonniers, les ongles arrachés, implorent la pitié, tandis que des têtes tranchées gisent sur les marches voisines. Ceci brise le mythe des Mayas, ces astronomes paisibles. C'étaient des guerriers, féroces et fiers. La célébration de la victoire telle qu'elle est représentée sur les fresques ressemble à un carnaval débridé. Des musiciens frappent des carapaces de tortues, des danseuses parées de plumes de quetzal tournoient en extase et des femmes nobles se font rituellement saigner la langue. Bonampak est un éclair de couleur avant que les ténèbres n'engloutissent
finalement ces cités. Mais Palenque est à juste titre considérée comme la plus belle cité maya. Nichée au pied de collines, elle est traversée par des ruisseaux limpides, bercée par les cris des singes hurleurs. Ici, les architectes mayas ont bâti un véritable aqueduc à voûte étagée, une merveille d'ingénierie pour l'époque. Le plus grand mystère de Palenque réside dans le temple des inscriptions. En 1952, l'archéologue mexicain Alberto Ruz remarqua d'étranges cavités dans le sol du temple. En soulevant une lourde dalle, il découvrit un escalier enfoui sous les pierres, menant au cœur de la pyramide. 4 années de travaux acharnés le conduisirent à une chambre secrète. Là, derrière une immense porte triangulaire, reposait le grand souverain Pacal. Son visage était recouvert d'un masque en mosaïque de jade et son sarcophage était orné de sculptures que certains visionnaires modernes interprètent comme un vaisseau spatial. En réalité, il représente l'arbre de la paix, symbole du lien entre la terre et le ciel. Cette découverte prouva que les pyramides mayas, à l'instar des pyramides égyptiennes, étaient les tombeaux de grands rois. Tandis que des temples gigantesques s'élevaient au sud, le style Riobec prospérait au nord, dans les forêts inaccessibles de Campeche. C'était une époque d'illusion architecturale. Les bâtisseurs locaux, soucieux d'impressionner, érigèrent des palais aux hautes tours imitant les pyramides de Tikal. Mais quiconque tentait d'escalader leurs escaliers se heurtait à l'échec. Ils étaient trop raides et étroits. Les portes du sommet étaient elles aussi factices, ne dévoilant aucune pièce. Pure façade, recherche de l'effet visuel. Parallèlement, dans la région de Chénet, les façades des bâtiments se métamorphosaient en gueules de serpents géants. Entrer dans une maison revenait littéralement à pénétrer dans la gueule d'un monstre. Dans l'est de la péninsule du Yucatan se trouve Coba, une ville reliée à ses environs par un réseau de routes blanches ou SACB. L'une d'elles s'étend en ligne droite sur 100 km. Imaginez le travail colossal que représente le pavage d'un tel chemin de pierre à travers la jungle dense. Pourquoi? Très probablement, il ne s'agissait pas de routes commerciales, mais d'artères sacrées pour les processions rituelles reliant le monde des hommes à celui des dieux. Enfin, nous arrivons à la région Piuk. L'évêque de Landa écrivait au XVIe siècle que si la gloire se mesurait à la beauté de ses édifices plutôt qu'à la richesse de son or, le Yucatan serait plus célèbre que le Pérou. Les villes de style Piuk incarnent l'élégance à l'état pur. Point de pyramides massives ici, mais des palais ornés de mosaïques de pierre d'une grande finesse. On a longtemps cru que ces villes avaient été bâties par des réfugiés du Sud, fuyant un désastre. Mais les découvertes modernes suggèrent le contraire. Les cités du Nord ont prospéré simultanément avec les géants du Sud. Il s'agissait d'une civilisation unifiée et dynamique, déjà à l'aube d'une profonde mutation. Mais qu'est-ce qui a poussé ces populations à abandonner ces palais magnifiques et à les laisser se perdre dans la jungle? La réponse à cette question se trouve dans le chapitre suivant de cette histoire captivante. La réponse à cette question se trouve dans le chapitre suivant de cette histoire fascinante. Nous avons tendance à concevoir l'histoire comme une ligne droite, mais pour les Mayas, elle ressemblait davantage à un labyrinthe. Les érudits débattent depuis longtemps. À quelle époque précise ces cités ont-elles atteint leur apogée? Les dates gravées sur des dalles de pierre racontent une histoire, tandis que les chroniques anciennes en racontent une autre. Imaginez, les dates du calendrier gravées sur les murs de magnifiques palais s'arrêtent à 905 après Jésus-Christ. Pourtant, les chercheurs sont certains que la vie y a prospéré au moins jusqu'à la fin du Xe siècle, lorsqu'une invasion inattendue a déferlé sur la région. Ce style architectural unique était appelé style Piuk. Et si vous pensez qu'il ne s'agit que d'amas de pierre, vous vous trompez. C'était une véritable prouesse technique pour l'époque. Les murs étaient recouverts de carreaux de calcaire de la plus haute qualité fixés sur une base en béton robuste.
Les façades se transformaient en immenses toiles de pierre ornées de mosaïques. L'élément central de ce décor était un serpent céleste au nez étrangement recourbé. Ces masques semblaient observer chaque passant depuis chaque recoin. En matière de savoir-faire, ces cités du Nord surpassaient de loin les géants légendaires du Sud. Le joyau de cette région est Uxmal, une cité qui semble irréelle. Selon la légende, ses principaux sanctuaires, les pyramides du nain et du sorcier, furent érigés en une seule nuit par magie. Bien sûr, il s'agit d'un conte de fées, mais lorsqu'on se tient devant l'entrée du temple, qui ressemble à la gueule d'un monstre gigantesque, il est difficile de ne pas croire à la magie. Non loin de là se trouve un complexe que les Espagnols prirent à tort pour un couvent. En réalité, c'était un luxueux palais où l'on distingue, parmi les motifs géométriques des façades de pierre, de minuscules représentations des huttes de roseaux du peuple. C'était une civilisation de contraste. Les dieux vivaient dans la pierre et les hommes dans la paille. Mais déjà, à cette époque, une influence étrangère commença à se manifester entre ces murs. Des images du dieu Tlaloc et des symboles du calendrier mexicain laissaient présager que leurs voisins du Nord convoitaient déjà les richesses mayas. Le palais du gouverneur d'Uxmal est sans doute le summum du savoir-faire de l'époque. Sa frise est composée de milliers d'éléments parfaitement ajustés. Ce n'est pas qu'un simple édifice, c'est un message codé gravé dans la pierre que nous nous efforçons encore de déchiffrer. Tandis qu'Uxmal rayonnait de grâce et de lumière, la ville voisine de Kaba semblait lugubre. Ses façades sont littéralement jonchées de centaines de masques de serpents célestes. Et à Sayil, les archéologues eurent une surprise, d'étranges sculptures phalliques en totale contradiction avec l'étiquette stricte des Mayas classiques. Quelque chose s'opérait dans leur conscience. Les traditions commençaient à s'estomper, laissant place à des tendances nouvelles, parfois inquiétantes. Même la célèbre Chichén Itzá, connue comme la capitale des envahisseurs toltèques, était à l'origine une cité de style puuc. Des édifices, appelés les lettres noires, en raison de l'abondance de hiéroglyphes, y sont encore visibles. Ce fut une période de synthèse, où deux cultures différentes tentèrent de coexister sur un même territoire, créant un incroyable mélange architectural. L'art de cette époque est une énigme à lui seul. Les Mayas furent le seul peuple des Amériques à tenter de représenter la personnalité de chacun à travers leurs portraits. Il ne s'agit pas de simples idoles sans visage. Observez leurs bas-reliefs. Les figures sont figées dans des poses dynamiques, incitant le regard à passer d'un détail à l'autre. À Palenque, le souverain est fièrement assis sur le dos d'esclaves dont l'apparence suggère clairement une origine lointaine. Mais le plus étonnant se cache sur la minuscule île d'Aina, au large de Campeche. C'est une véritable île des morts. Pour des raisons inconnues, l'élite y fut enterrée. De superbes figurines en forme de sifflet ont été découvertes dans les tombes. Ce ne sont pas de simples jouets, mais de véritables portraits. Des aristocrates hautains, des guerriers austères, au visage marqué de cicatrices rituelles, de belles femmes et des matrones âgées. En les observant, on comprend que ces gens étaient comme nous. Ils avaient leurs peurs, leurs ambitions et leurs étranges cultes, comme celui d'un dieu obèse. Les céramiques de cette époque représentaient le summum de l'esthétique, au point que les artisans sacrifiaient même leur durabilité. Ils utilisaient une cuisson à basse température pour préserver l'éclat des couleurs. Un vase, daté de 754, représente un vieillard dansant avec un serpent à l'allure sinistre. Le réalisme de l'image est saisissant. On croirait que la danse se poursuit encore aujourd'hui. Puis, ce fut le silence. Nous ne savons qu'une chose sur l'effondrement de la civilisation maya classique. Il fut soudain et impitoyable. Une à une, les cités cessèrent d'ériger des stèles commémoratives. Le calendrier se figea. Au début du Xe siècle, les grands centres étaient désertés.
La jungle commença lentement à engloutir ce que les hommes avaient mis des siècles à bâtir. Pourquoi? Il existe des dizaines de théories: effondrement agricole, épidémie de fièvre jaune, troubles sociaux, voire tremblements de terre. Mais les preuves suggèrent qu'au milieu du IXe siècle, des guerriers venus du centre du Mexique arrivèrent sur ces terres. Des stèles ont été découvertes à Ceibal, où des souverains sont déjà représentés vêtus à la manière toltèque. Peut-être, affaiblis par des problèmes internes, la civilisation fut-elle tout simplement incapable de se défendre. Les anciens maîtres de la jungle n'étaient plus que des ombres. Des groupes d'individus, ayant oublié comment bâtir de tels édifices, erraient dans les palais en ruine. Ils brûlaient de l'encens devant les statues d'anciens rois, les prenant pour des dieux, et passaient la nuit dans les salles où se jouait jadis le destin des empires. À la fin du Xe siècle, tout avait changé. Les prêtres éclairés avaient cédé la place à de rudes guerriers. L'ère post-classique était arrivée. Nous connaissons cette période grâce au livre du Chilam Balam, des prophéties qui mêlent histoire et mysticisme. Les Mayas croyaient en la nature cyclique du temps. Si une catastrophe s'était produite une fois, elle se reproduirait inévitablement au cycle suivant. Les Toltèques comblèrent le vide du pouvoir. Peuple issu des rudes contrées du nord, leur capitale était Tula, et ils étaient gouvernés par le légendaire Topiltzin, surnommé le serpent à plumes Quetzalcoatl. Leur société était organisée en ordre militaire, les jaguars, les aigles et les coyotes. Ils vénéraient le dieu de la guerre, Tezcatlipoca, dont le nom signifie « miroir fumant ». La légende raconte que Quetzalcoatl, vaincu lors de la lutte pour le pouvoir, fut exilé. Il s'enfuit sur un radeau de serpents, promettant de revenir. Cet exil coïncida étrangement avec l'arrivée des Toltèques au Yucatan. Ils y apportèrent un culte de la guerre et des sacrifices humains, faisant de Chichén Itzá l'une des cités les plus redoutées au monde. Le souvenir de la grandeur de Tula était si vivace que chaque souverain du Mexique tenta par la suite de prouver qu'il avait du sang toltèque dans les veines. Mais qu'est-ce qui poussa précisément ces guerriers impitoyables à parcourir des milliers de kilomètres, et comment parvinrent-ils à soumettre les vestiges de la grande civilisation maya? Nous y reviendrons, car l'histoire ne fait que commencer à dévoiler ses pages les plus sanglantes. Depuis des années, les archéologues fouillent la poussière accumulée au fil des siècles dans ces lieux, et leurs découvertes nous obligent à reconsidérer l'histoire toltèque sous un jour nouveau. Partout où ils allaient, ils laissaient derrière eux un style unique et terrifiant, inimitable. Un motif obsédant, presque hypnotique, des guerriers austères coiffés de parures ornées, des rapaces prêts à fondre sur eux. Sur chaque poitrine, un papillon stylisé, symbole de l'âme d'un guerrier tombé au combat. D'une main, ils tiennent un propulseur orné de plumes. De l'autre, un faisceau de lances courtes et mortelles. Leur bras gauche est protégé par un épais tissu et un petit bouclier rond couvre leur dos. Mais le plus terrifiant, ce sont les murs de leur pyramide. Jaguars, coyotes et aigles y dévorent méthodiquement des cœurs humains. Il ne s'agit pas simplement d'art, c'est le manifeste des ordres guerriers qui ont asservi tout un peuple. Les anciennes chroniques mayas racontent l'histoire d'un mystérieux visiteur venu de l'Ouest. Son nom était Kukulkan, ce qui signifie « serpent à plumes » dans le dialecte local. Cet événement se produisit en 978. Kukulkan ne se contenta pas d'être un hôte. Il reconquit le Yucatan à ses souverains légitimes et fit de Chichén Itzá sa citadelle personnelle. Plus tard, des historiens le confondirent avec un autre peuple, les Itzá, qui arriverait 300 ans plus tard. Mais pour ses contemporains, Kukulkan était presque un dieu. Même l'évêque espagnol Diego de Landa écrivit des siècles plus tard que ce souverain était juste, sans épouse ni enfant, et qu'il laissa derrière lui un bon souvenir. On l'assimila même au grand Quetzalcoatl. Mais cette histoire était-elle aussi noble et paisible que les légendes le prétendent?
L'archéologie nous révèle le contraire. L'apparence paisible de Kukulkan n'est qu'un masque tardif. En réalité, la conquête toltèque du Yucatan fut un drame sanglant, immortalisé dans les fresques du Palais des Guerriers et sur les disques d'or du Puits des Sacrifices. Observez ces images. D'abord, les Toltecs apparaissent à l'horizon, longeant la côte à bord de navires de guerre. S'ensuit une bataille navale brutale. Les Mayas tentent de résister sur leur radeau, mais subissent une défaite écrasante. L'action se déplace sur la terre ferme, où, lors d'une bataille décisive pour un important village, les Toltecs écrasent finalement la résistance locale. Le dénouement de ce drame est glaçant. Les vainqueurs arrachent le cœur des souverains mayas, et au-dessus de ce carnage plane le serpent à plumes lui-même, attendant son destin sanglant. L'invasion toltèque a littéralement rayé de la surface de la terre l'ancien mode de vie. Des cités florissantes comme Uxmal furent abandonnées. Leurs habitants, incapables de supporter l'oppression des envahisseurs, s'enfuirent. Chichen Itza, anciennement Wusil Abnal, devint la capitale d'un nouvel État unifié et d'une brutalité extrême. Une étrange symbiose s'y créa. L'élégance maya se mêla à la force brute toltèque. D'immenses colonnades apparurent, donnant une impression d'espace infini et de bas bancs de pierre évoquant des processions infinies de guerriers. Les anciens dieux mayas ne disparurent pas. Ils durent simplement céder la place au panthéon du Mexique antique. Au cœur même de la cité se dresse El Castillo, une pyramide gigantesque dédiée à Kukulkan. 4 escaliers abrupts mènent au temple qui la couronne. Un secret s'y cache. Des archéologues y ont découvert une autre structure, plus ancienne encore. Dans sa chambre secrète trône un jaguar menaçant, peint d'un rouge éclatant, qui donne la chair de poule. Ses yeux et ses taches sont en jade et ses crocs en nacre. Devant lui se trouve Chakmoul, une statue de pierre représentant un homme tenant sur son ventre un plateau contenant des cœurs humains. Ces statues sont omniprésentes à Chichen Itza. Elles sont une invention purement toltèque, symbole de leurs dieux insatiables. À proximité se dresse le temple des guerriers. Immense et somptueux, il témoigne de la magnificence et de la richesse de la construction. Apparemment, les extraterrestres, ayant mis la main sur les ressources et le talent des maîtres mayas, ont voulu se surpasser. Chacune des centaines de colonnes est ornée du portrait d'un noble guerrier. À l'entrée du sanctuaire, 2 serpents à plumes gigantesques, dont les queues s'élancent vers le ciel, accueillent le visiteur. À l'intérieur se trouve un autel soutenu par de petites figurines atlantes. Les alentours étaient couverts de fresques aux couleurs chatoyantes, relatant le triomphe des envahisseurs. Mais l'édifice le plus impressionnant de la cité est le terrain de jeu de balle. C'est l'arène la plus vaste et la plus belle de toute la Mésoamérique. Pourtant, il ne s'agissait pas d'un simple sport, c'était un rituel mortel. Des anneaux de pierre étaient installés sur les murs, à travers lesquels la balle devait être lancée. Les vainqueurs recevaient tout, jusqu'aux vêtements des spectateurs. Et les vaincus? La réponse se trouve dans les bas-reliefs. Ils montrent clairement la décapitation d'un joueur. Non loin de là se dresse le Tzompantli, une longue plateforme ornée de centaines de crânes sculptés. C'est très probablement là que les têtes de ceux qui avaient perdu leur ultime partie étaient exposées. Au milieu de toute cette architecture de guerre, le caracol se distingue. Un étrange bâtiment rond, semblable à un gâteau à 2 étages. C'était un observatoire. À travers d'étroites fenêtres dans les murs, les prêtres surveillaient les mouvements de la lune et du soleil, calculant les dates des futures campagnes et sacrifices. Mais la véritable renommée de la ville provenait du cénote sacré, ou puits des sacrifices. C'est un immense trou naturel dans le sol, rempli d'une eau trouble et verdâtre. Diego de Landa écrivit que, lors des sécheresses, des personnes vivantes et des objets précieux y étaient jetés. Pendant longtemps, on crut que les victimes n'étaient que de belles vierges. Mais lorsque des scientifiques remontèrent les restes de 50 personnes du fond marin,
la vérité se révéla bien plus macabre. Il y avait des femmes, des hommes et même de jeunes enfants. Beaucoup avaient le crâne fracturé avant de toucher l'eau. Le dieu de la pluie, qui vivait au fond, n'était pas difficile. Qu'est-il arrivé aux Toltecs? Ils disparurent aussi soudainement qu'ils étaient apparus. Chichen Itza fut abandonné par ses habitants, et un nouveau peuple, les Itza, émergea. Ils étaient universellement haïs. Les chroniques les décrivent comme des scélérats, des escrocs, des gens sans famille ni tribu. Les Itza errèrent longtemps dans la jungle avant de s'installer dans les ruines de Chichen Itza au XIIIe siècle. Ce sont eux qui donnèrent à la ville son nom actuel, qui signifie « bouche du puits des Itza ». Leur souverain, Kukulkan II, fonda une nouvelle capitale, Mayapan. C'était une tentative de reproduire la grandeur passée, mais le résultat fut pitoyable. Mayapan était entouré d'une muraille fortifiée, suggérant une peur constante. À l'intérieur, c'était l'anarchie. Pas de rues rectilignes, seulement des huttes dispersées chaotiquement autour des temples centraux. Les Itza conservèrent leur pouvoir par la force et la ruse, percevant un tribut des terres environnantes et prenant en otage les familles des princes locaux. Mais leur règne prit fin dans un effondrement retentissant. Tout commença avec un homme nommé Hunak Quil. Ayant survécu à une chute dans le cénote sacré, il prétendit que le dieu de la pluie l'avait proclamé souverain. Recourant à la sorcellerie et à l'intrigue, il provoqua une guerre entre les cités, qui se solda par une rébellion sanglante. La dynastie royale fut massacrée, Mayapan réduit en ruines, et les Itza survivants s'enfuirent au cœur de la jungle guatémaltèque. Là, sur une île au milieu du lac Petén Itzá, ils établirent leur dernier bastion, Tayasal. L'endroit était si isolé que d'importants événements historiques l'ont épargné. Imaginez, en 1524, Hernán Cortés lui-même passa par là. Mais trop occupé à réprimer une rébellion au Honduras, il se contenta d'échanger quelques mots avec un chef local avant de poursuivre son chemin. Tayasal demeura indépendant pendant près de 2 siècles. Chose étonnante, alors que l'université Harvard battait déjà son plein dans le Massachusetts, les prêtres mayas de Tayasal pratiquaient encore des sacrifices et lisaient leurs anciens livres hiéroglyphiques, les consultant pour déterminer le destin du monde. Ce n'est qu'en 1697 que les Espagnols anéantirent définitivement ce dernier royaume. Avec la chute de Tayasal, l'histoire des grandes cités mayas prit fin. Le Yucatan sombra dans le chaos des luttes féodales. La péninsule se désintégra en 16 minuscules principautés, se disputant sans cesse des lopins de terre. La culture déclina, les traditions mexicaines étrangères tombèrent dans l'oubli et les Mayas renouèrent avec leurs racines ancestrales. Mais leur gloire passée avait disparu. De ces grands empires, il ne restait que des ruines silencieuses dans la jungle, témoins d'une époque où le sang et l'or coulaient à flot, sous l'ombre du serpent à plumes. L'histoire des grandes cités mayas s'acheva brutalement, ne laissant derrière elles qu'un amer souvenir de leur gloire passée. Le Yucatan devint un véritable chaudron, bouillonnant, où 16 minuscules principautés se livraient une guerre sans fin pour leur survie. Ce fut une époque de chaos et de lutte féodale, où la culture s'estompa peu à peu et où les riches traditions mexicaines tombèrent dans l'oubli. Les Mayas retournèrent à leurs racines, mais ce retour ne leur apporta pas la paix. Désormais, il ne restait des puissants empires que les squelettes silencieux de temples, perdus dans la jungle émeraude. Là où jadis le sang et l'or coulaient comme des rivières à l'ombre du serpent à plumes, le silence régnait à présent. Mais comment cette mystérieuse civilisation a-t-elle connu sa fin? Les réponses à cette question se trouvent dans les écrits de chroniqueurs espagnols comme Diego de Landa. Ces hommes ont été témoins du déclin des Mayas et ont consigné les récits de ceux qui se souvenaient encore des coutumes ancestrales. Il s'avère que le Yucatan de cette époque n'était pas un désert. De grandes villes s'étaient développées dans chaque province, mais aujourd'hui,
elles sont presque invisibles. Pourquoi? La réponse est simple et brutale. Lorsque les Espagnols ont conquis ces terres, ils n'ont pas bâti de ville ex nihilo. Ils ont érigé leurs cathédrales et leurs palais directement sur les structures indigènes. Les pierres antiques ont été enfouies sous des couches de construction coloniale et d'asphalte moderne. Une seule cité a échappé à ce destin tragique: Tulum. Imaginez une falaise abrupte contre laquelle se brisent les vagues bleu-vert de la mer des Caraïbes. C'est ici, aux confins du monde, que les Mayas ont bâti leur forteresse. Tulum était protégé sur 3 côtés par d'imposantes murailles de pierre et sur le 4e par l'océan impénétrable. Petite cité d'environ 600 habitants, ces maisons, perchées sur des plateformes artificielles le long de ruelles étroites, offraient un sentiment d'intimité et de sécurité. Le temple principal de la ville, El Castillo, peut paraître aujourd'hui assez rudimentaire, mais ses façades recèlent encore des secrets. On peut y admirer d'étranges figures d'albâtre, des dieux ailés descendant des cieux. À l'intérieur du temple des fresques, des peintures ont été préservées et continuent de fasciner les chercheurs. Le style de ces fresques rappelle davantage l'art mixtèque de la lointaine région d'Oaxaca que l'art maya classique. Mais le sujet demeure authentique, le dieu de la pluie Chac et des déesses accomplissant des rituels au milieu de fourrés de haricots. Un mur présente un détail véritablement terrifiant. Le dieu de la pluie chevauche une bête à 4 pattes. D'où les Mayas tenaient-ils cette représentation? Très probablement, les artistes avaient déjà vu des cavaliers espagnols ou entendu des récits glaçants d'hommes ne faisant plus qu'un avec leurs chevaux. Grâce aux forêts denses du Quintana Roo, Tulum a survécu un certain temps après la chute du reste de la Mésoamérique aux mains des conquistadors. Mais que se passait-il à cette époque dans les montagnes du Guatemala? Là, sur les hauteurs, vivaient les peuples guerriers Quiché et Kaqchikel. Ils croyaient que leurs ancêtres venaient de l'ouest, de la légendaire Tula. « Nous venons du soleil couchant », proclamaient leur chronique. En réalité, ils étaient gouvernés par des dynasties venues du Mexique avec le chef exilé Topiltzin Quetzalcoatl. Ces nouveaux venus soumirent rapidement les tribus locales et bâtirent des villes fortifiées dont la splendeur émerveilla les Espagnols. Utatlan, capitale du peuple quiché, était un véritable chef-d'œuvre de fortification. Des villes étaient bâties au sommet de collines surplombant de profondes gorges. L'architecture y était typiquement mexicaine, d'immenses temples jumeaux à double escalier, semblables à ceux de Tenochtitlan, la cité aztèque. À proximité se trouvait toujours un terrain de jeu de balles, un rituel qui, pour les Mayas, était une question de vie ou de mort. Mixco Viejo était considérée comme la plus imprenable. Pedro de Alvarado ne put s'en emparer que par la ruse, car l'assaut des falaises abruptes aurait été suicidaire. La conquête espagnole ne fut pas une surprise. Les Mayas avaient leur prophète. Chilam Balam prophétisa. Le déploiement des bannières de bois approche. Accueillez les hôtes, les hommes barbus venus de l'Est, porteurs du signe de Dieu. En 1517, cette prophétie commença à se réaliser. D'abord Hernandez de Cordoba, puis Grijalva et enfin Hernán Cortés. Mais tandis que les Aztèques tombèrent rapidement, le sort des Mayas était tout autre. Ils n'avaient pas d'empereur unique. La mort d'un chef n'avait aucune incidence. Les Mayas pratiquaient la guérilla. Ils attaquaient la nuit, tendaient des embuscades dans la jungle et creusaient des pièges. Les Espagnols furent incapables d'établir leur capitale pendant des années, se sentant constamment menacés. Même après la fondation de Mérida en 1542, des rébellions éclatèrent les unes après les autres. Les Mayas se sont révélés être le peuple le plus résilient de Mésoamérique. Ils ont résisté pendant des siècles. En 1847, ils ont presque repoussé leurs oppresseurs blancs à la mer, s'emparant de la quasi-totalité de la péninsule. Même au XXe siècle, en 1910, ils se sont révoltés. L'esprit de ce peuple a été brisé, mais non anéanti. De vieux livres conservent des prophéties empreintes de douleur. Ce jour-là,
tout se réduira en poussière. Ce jour-là, les yeux des mourants se fermeront. Mais comment ont-ils pu survivre tout ce temps alors que le monde autour d'eux s'effondrait? Tout dépendait de la terre. Les Mayas étaient d'excellents agriculteurs. Maïs, haricots, courges, piments, c'était leur quotidien. Ils ne se contentaient pas de cultiver la terre. Ils vivaient au rythme d'un calendrier agricole. Étonnamment, même sans hache d'acier, ils défrichaient la jungle pour leur culture. Ils stockaient leurs récoltes dans des chambres souterraines, appelées chaltans. Leur cuisine était simple mais nourrissante. Atoll, bouillie de riz au piment, au petit déjeuner. Pozole, poisson, dans les champs et leur fameux tamal. Mais il y avait une chose plus précieuse que l'or, les fèves de cacao. Elles étaient une véritable monnaie. On pouvait tout acheter avec. Lorsque Christophe Colomb rencontra une pirogue de marchands Maya, il fut stupéfait. Les Indiens se précipitaient sur chaque fève, tombés à terre comme s'il s'agissait de leurs propres yeux. Le cacao servait à préparer une boisson mousseuse pour l'élite, tandis que le peuple se contentait du miel des abeilles sauvages. L'apiculture était un art particulier chez les Mayas. Ils élevaient des abeilles sandars dans des troncs d'arbres creux, scellés avec de l'argile. Le commerce a transformé les Mayas en Phéniciens d'Amérique centrale. Les Chontals ont fait le tour de la péninsule à bord d'immenses pirogues, transportant sel, textiles et esclaves. Le sel était le principal produit d'exportation du Yucatan. Il était récolté dans les lagunes à la fin de la saison sèche et acheminé sur des centaines de kilomètres. Les marchés proposaient de tout, des plumes de quetzal à l'obsidienne, au jade et même à des objets volés dans d'anciennes tombes. Les marchands empruntèrent des sentiers périlleux, s'orientant grâce à l'étoile polaire et priant leur dieu noir, Ek-Chua. Mais le plus fascinant se cachait derrière les murs de leur maison. La vie maya commençait par une malformation. Dès la naissance, la tête de l'enfant était comprimée entre des planches. Un front plat était considéré comme le critère de beauté. Et pour s'assurer que les yeux étaient corrects, une perle était attachée au nez de l'enfant. Les yeux croisés étaient un signe d'aristocratie. Les dents étaient limées pour créer des motifs et incrustées de jade. Imaginez un tel sourire. Les Mayas pratiquaient un rituel étonnamment semblable au baptême. Les enfants étaient réunis en cercle, un prêtre les aspergeait d'eau bénite et les purifiait avec du tabac. Après cela, les filles étaient considérées comme prêtes pour le mariage, et les garçons allaient vivre dans les maisons des hommes où ils apprenaient à se battre et fréquentaient les prostituées. La morale était sévère, la trahison était passible de la peine de mort, mais seulement pour les roturiers. Les nobles pouvaient se permettre d'avoir plusieurs épouses. La mort n'était pas une libération pour eux, mais une horreur. Les gens ordinaires étaient enterrés directement sous le sol de leur maison, la bouche remplie de nourriture et de perles de jade, afin qu'ils aient de quoi payer leur mort dans l'au-delà. Les prêtres étaient enterrés avec leurs livres et les souverains momifiés. Une coutume macabre existait. Les têtes des rois défunts de la dynastie des Kokom étaient momifiées, conservées dans des sanctuaires familiaux et régulièrement nourries. La société maya était rigide et divisée. Ce n'était ni une démocratie, ni un régime sacerdotal, mais le règne d'une élite héréditaire. Chaque personne portait deux noms, celui de son père et celui de sa mère. Ces noms étaient la clé de sa lignée et de son statut. Il existait environ 250 clans, et l'appartenance au bon clan déterminait tout, le travail exercé, le mariage et la fin de vie. La civilisation maya n'a pas disparu sans laisser de traces. Elle s'est fondue dans les forêts, dans le sang des habitants actuels du Yucatan et dans ces rituels étranges, parfois terrifiants, qui nous rappellent une époque où les dieux côtoyaient les hommes. Ces 250 clans n'étaient pas de simples listes de noms de famille, mais une véritable structure sur laquelle reposait toute la pyramide du pouvoir. Au sein de ces groupes, un ordre inflexible régnait. Les mariages consanguins étaient interdits et tous les biens et le statut
se transmettaient exclusivement de père en fils. C'était un écosystème fermé où chacun était lié par un serment d'entraide. Si l'on naissait dans la bonne famille, on possédait des terres. Dans le cas contraire, on passait sa vie à travailler pour ceux dont la lignée était considérée comme irréprochable. Les chercheurs découvrent encore aujourd'hui d'anciens titres de propriété qui attestent que les droits fonciers étaient un privilège du sang, et bien que des champs communaux existassent, ils étaient gérés par ceux qui pouvaient retracer leur lignée jusqu'à des ancêtres mythiques. Au sommet de cette pyramide sociale se trouvaient les Almegins, dont le nom signifie « ceux qui ont un père et une mère ». Cela peut paraître étrange, mais pour les Mayas, cela signifiait que leur lignée était pure des deux côtés. Les Almegins formaient l'élite, riches propriétaires terriens, officiers de haut rang et prêtres. En dessous d'eux se trouvaient les citoyens libres. Ils recevaient des parcelles de forêt de leurs parents nobles, les défrichaient et vivaient de ces terres. Mais même parmi eux, un fossé subsistait entre riches et pauvres. Tout en bas de l'échelle se trouvaient ceux dont la vie ne valait presque rien, les serfs au service de la noblesse et les esclaves. Ces derniers étaient généralement des captifs capturés lors de guerres interminables. Si vous étiez un simple soldat capturé, vous étiez condamné aux travaux forcés jusqu'à la fin de vos jours, et vos enfants naissaient eux aussi esclaves. Mais si vous étiez un noble guerrier ou un chef, le destin vous réservait un sort encore plus terrifiant. Vous n'étiez pas forcé de travailler, mais conduit au sommet de la pyramide pour qu'on vous arrache le cœur afin d'apaiser les dieux. Lorsque les Espagnols débarquèrent sur les côtes du Yucatan, tout le pouvoir était concentré entre les mains de castes se réclamant de la cité légendaire de Tula. Pour accéder aux plus hautes fonctions, il ne suffisait plus d'appartenir à la bonne famille. Les aspirants devaient réussir une sorte d'examen occulte, le langage de Zuihua. Il s'agissait d'une épreuve de connaissance de symboles et d'énigmes secrètes, impossible à réussir sans une formation spécialisée. Chaque district était gouverné par un halach winik, un homme de parole. Son pouvoir était absolu et héréditaire. Il vivait dans le luxe grâce aux tribus et au travail forcé des esclaves. Il nommait ses proches batabs, gouverneurs des petites villes. Ces batabs cumulaient les fonctions de juges et de chefs militaires, mais même eux avaient leurs limites. Le Nakom, commandant suprême des forces armées, élu pour 3 ans, était toujours présent. Des dizaines de tabous terribles lui étaient imposés. Il lui était interdit d'avoir des relations avec des femmes et de manger de la viande afin de préserver sa pureté rituelle pour la guerre. Les Mayas étaient littéralement obsédés par la guerre. Des chroniques anciennes comme le Popol Vuh décrivent une série interminable de conflits impliquant les 16 États du Yucatan. Les causes pouvaient être diverses, allant d'un différend foncier à un désir de venger une insulte tribale. Les fantassins, appelés blocanos, les braves, partaient au combat vêtus d'armures en coton épais, matelassées ou en peau de tapir. Ils étaient armés de lances à pointe de silex et d'atlatl, des propulseurs capables de percer les boucliers. Chaque bataille débutait dans un chaos assourdissant. Le martèlement des tambours, le sifflement strident des sifflets en os et le son strident des trompettes en coquillage étaient destinés à paralyser l'ennemi de peur. Les prêtres portaient des idoles directement sur les flancs de l'infanterie en progression, tandis qu'une pluie de flèches et de pierres, lancées par des frondes, s'abattait sur l'ennemi. Si le combat ouvert échouait, on employait des tactiques de guérilla, embuscades, pièges dissimulés et raids nocturnes surprises. Le but n'était souvent pas la victoire en soi, mais la capture de nobles en vue de leur futur meurtre rituel. Mais derrière cette façade sanglante se cachait une intelligence qui continue d'émerveiller. Les Mayas ont créé un système de connaissances où science et religion étaient si étroitement liées qu'elles étaient indissociables. Leur astronomie et leurs mathématiques étaient non seulement égales à celles des Babyloniens, mais même supérieures, à certains égards, à celles des Égyptiens.
Cependant, ils ne pratiquaient pas la science telle que nous la concevons. Il s'agissait de numérologie, mise au service des prêtres. Seul un infime fragment de leur sagesse nous est parvenu. Imaginez que dans 1000 ans, il ne restera que 3 livres de toute notre civilisation. C'est le nombre de codex mayas qui ont survécu aux flammes de l'Inquisition. Le plus important d'entre eux est le Codex de Dresde, une bande de papier de 3,5 mètres de long, couverte de hiéroglyphes et pliée en accordéon. Ces livres contiennent des calculs sur les mouvements planétaires, des rituels et des prophéties. Toute la vie maya était régie par des cycles. Ils croyaient que le monde avait péri et renaissait plusieurs fois. Selon leurs calculs, notre ère commença en 3113 avant Jésus-Christ. D'après le calendrier du compte long, le grand cycle de 5200 ans était voué à s'achever par une catastrophe. Ils concevaient le cosmos comme une structure complexe à plusieurs niveaux. Ils imaginaient la Terre plate reposant sur le dos d'un crocodile géant nageant dans un étang de nénuphars. Au-dessus de la Terre s'élevaient 13 cieux, et en dessous se trouvaient 9 cercles du monde souterrain, froid et terrifiant, Xibalba. Le ciel était soutenu par 4 dieux, les Bakaba, qui se tenaient aux 4 coins du monde. Chaque coin avait sa propre couleur, le rouge pour l'est, le noir pour l'ouest, le blanc pour le nord et le jaune pour le sud. Au centre du monde poussait un immense capoquier vert, imprégnant tous les plans d'existence. Le panthéon des dieux était d'une complexité inimaginable. Les érudits ont dénombré plus de 160 divinités, chacune possédant de multiples hypostases. Un dieu pouvait être bienveillant le jour et se transformer en un jaguar terrifiant la nuit lorsque le soleil errait dans le monde souterrain. Le dieu principal était Itzamna, la maison du lézard, protecteur du savoir et de l'écriture. Son épouse, Ixchel, déesse de l'arc-en-ciel et de la lune, était représentée avec des serpents dans les cheveux et des griffes aux mains. Elle régnait sur la médecine et l'accouchement, mais son apparence inspirait la crainte. Pour apaiser ces êtres, les Mayas accomplissaient des rituels qui paraîtraient insensés à nos yeux modernes. Les prêtres, qui portaient le titre d'Akin, les solaires, étaient les gardiens du temps. Ils n'étaient pas des ascètes, leur fonction était héréditaire. Lors des cérémonies, ils étaient assistés de 4 anciens, appelés Shak, d'après les dieux de la pluie. Ils maintenaient fermement la victime par les bras et les jambes, tandis que Nakom lui ouvrait la poitrine avec un couteau de pierre. Mais les sacrifices humains n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. La vie religieuse quotidienne consistait en des tortures infligées à soi-même. Nobles et prêtres se perçaient les oreilles, la langue et d'autres parties du corps avec des piquants d'oursin pour asperger les idoles de leur sang. C'était considéré comme l'acte de dévotion suprême. Pour conjurer le mauvais sort, les prêtres accomplissaient des rituels, consistant à marcher sur des charbons ardents, prouvant ainsi leur pouvoir et leur pureté. Au cœur de cette incroyable culture se trouvaient les mathématiques. Les Mayas furent peut-être les premiers de l'histoire de l'humanité à comprendre et à utiliser le concept du zéro. Leur système numérique était basé sur la base 20. 3 symboles seulement, un point pour 1, un trait pour 5 et une coquille pour 0, leur permettaient de manipuler des nombres colossaux et d'effectuer des prédictions astronomiques d'une grande précision. Ils écrivaient les nombres verticalement, chaque niveau étant 20 fois plus grand que le précédent. Ce système était si efficace qu'il permettait aux marchands de compter instantanément des milliers de fèves de cacao et aux prêtres de calculer les cycles d'éclipses des millions d'années à l'avance. La civilisation maya était un mélange unique de brutalité et d'intelligence. Ils bâtissaient des cités-États baignés dans le sang de leurs victimes, tout en contemplant le ciel étoilé avec une perspicacité que seuls quelques peuples anciens possédaient. Leur monde n'a pas simplement disparu, il nous a légué un code que nous nous efforçons encore de déchiffrer.
oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur les peuples primitifs de l'Antiquité. Alors que l'Europe apprenait à peine à additionner des nombres à 3 chiffres, dans les jungles d'Amérique centrale, les Mayas utilisaient des systèmes numériques à couper le souffle. Imaginez un système si avancé qu'il permettait aux prêtres de sonder le passé et l'avenir sur des millions d'années. Et tout cela grâce à de simples points, des traits et le symbole d'une coquille vide représentant le zéro. Les mathématiques mayas étaient vigésimales. Alors que nous comptons par dizaines, ils comptaient par 20. Mais, pour le calendrier, la logique changeait. Ils créèrent le compte long, où le 3e chiffre d'un nombre représentait non pas 400, comme le voudraient les mathématiques pures, mais 360. Pourquoi ? Parce que ce nombre est le plus proche de l'année solaire. Ils l'appelaient Tun, année floue. Mais ce n'était que le début de leur obsession pour le temps. Les prêtres mayas étaient de véritables passionnés des cycles. Ils ne se contentaient pas de compter les jours, ils cherchaient à tout synchroniser. Le mouvement du soleil, les phases de la lune, les cycles de Vénus et leur calendrier rituel. Pour ce faire, ils utilisaient d'immenses tables de multiplication que l'on retrouve aujourd'hui dans des manuscrits comme le Codex de Dresde. Ils y consignent des calculs complexes, multipliant les nombres 13, 52 et 91. Pourquoi ? Pour trouver le point d'équilibre parfait de l'univers. Par exemple, ils avaient calculé que 73 cycles de leur calendrier rituel équivalaient exactement à 52 années solaires, soit 18 980 jours. Pas une seule erreur, pas une seule seconde perdue. Quand on contemple les immenses stèles de pierre des cités abandonnées, on découvre bien plus que de l'art. C'est le temps figé. Chaque inscription débute par un hiéroglyphe gigantesque, une sorte d'introduction. Il s'agit du portrait de l'un des 19 dieux qui règnent sur le mois en question. Viennent ensuite les chiffres, un jour selon un cycle de 260 jours, puis un autre selon un cycle de 365 jours. Mais cela ne suffisait pas. Entre ces hiéroglyphes s'insèrent les hiéroglyphes des 9 seigneurs des enfers qui se relayaient chaque nuit. Les Mayas consignaient littéralement chaque souffle du cosmos. Parfois, des dates gravées sur des pierres font référence à des événements survenus il y a des millions d'années. Pourquoi les bâtisseurs de l'âge de pierre auraient-ils eu besoin de telles échelles de temps ? Longtemps, on a pensé qu'il s'agissait simplement de l'extase religieuse des prêtres, d'une vénération pour le cours du temps lui-même. Mais peut-être ces chiffres dissimulent-ils quelque chose de plus profond, la véritable histoire des dynasties que nous commençons à peine à entrevoir. Prenons l'exemple de leur astronomie. Les Mayas ne possédaient ni télescope ni lentilles en verre. Pourtant, leur précision est stupéfiante. Ils savaient qu'une année solaire ne dure pas exactement 365 jours. La Terre orbite autour du Soleil en 365 jours et un quart. Aujourd'hui, nous corrigeons ce problème grâce aux années bissextiles. Les Mayas n'ajoutaient pas de jours supplémentaires à leur calendrier. Ils connaissaient simplement cette marge d'erreur et en tenaient compte dans leurs prédictions. La Lune est encore plus fascinante. Les prêtres étaient exaspérés qu'un mois lunaire ne compte pas un nombre entier de jours. Ils passèrent des siècles à observer le ciel et finirent par établir une formule. 149 mois lunaires équivalent à 4400 jours. Si l'on convertit cette valeur en années modernes, l'erreur des Mayas n'était que de quelques 10 millièmes. Leur calcul du cycle lunaire était de 2,95320 jours. La science moderne, elle, donne 2,95305 jours. Comment ont-ils fait, perchés au sommet de leur pyramide, au cœur d'une jungle humide? Mais le véritable mystère se dévoile lorsqu'on découvre leur table d'éclipse. Le Codex de Dresde décrit un cycle de 11 960 jours. Il s'agissait de leur système d'alerte précoce. Les Mayas connaissaient les points nodaux, ces instants où l'orbite de la Lune croise celle du Soleil. Ils savaient
qu'une éclipse ne pouvait se produire que dans un laps de temps très court, de 36 jours autour de ce point. Pour eux, ce n'était pas qu'un simple spectacle magnifique. Une éclipse était un moment où le monde pouvait sombrer dans le chaos, et les prêtres devaient savoir précisément quand offrir des sacrifices pour faire revenir le soleil. Et que dire de leur connaissance des planètes? Les Mayas furent les premiers à comprendre que les étoiles du matin et du soir étaient un seul et même corps céleste, la planète Vénus. Ils calculèrent son cycle à 584 jours. Les instruments modernes indiquent 583,92 jours. Les 5 cycles de Vénus coïncidaient parfaitement avec ses 8 années solaires. C'était la géométrie sacrée du ciel. On suppose qu'ils calculaient les cycles de Mars, de Mercure et même de Jupiter avec une précision similaire. Pour eux, le ciel n'était pas un vide infini, mais une carte des destins, où chaque mouvement d'une étoile influençait la vie d'un roi ou l'issue d'une guerre. Mais comment savons-nous tout cela? C'est là l'une des enquêtes scientifiques les plus captivantes. L'écriture maya est restée un code muet pendant des siècles. Des inquisiteurs espagnols comme Diego de Landa ont brûlé des dizaines de leurs livres, les qualifiant de mensonges du diable. Ironie du sort, c'est cet homme qui nous a laissé la clé du mystère, son alphabet maya. Longtemps, les chercheurs ont tenté de déchiffrer les hiéroglyphes mayas comme des lettres, en vain. Ils ont alors conclu qu'il s'agissait simplement d'images symbolisant des idées. Et là encore, impasse. Les plus pessimistes ont même affirmé que ces signes n'étaient que des gribouillis mystiques, sans aucun lien avec une langue réelle. Tout a basculé en 1952. Le scientifique soviétique Yuri Knorozov, qui n'avait jamais mis les pieds au Mexique ni vu les pyramides de ses propres yeux, a accompli l'impossible. Il a compris où tous ses prédécesseurs s'étaient trompés. Le système maya n'était pas un alphabet, mais un système syllabique. Knorozov a remarqué que lorsque de Landa a demandé aux Indiens comment écrire la lettre B, ils lui ont dessiné un panneau de signalisation. Pourquoi? Parce qu'en yucatèque, route se prononce comme bi. C'est le nom de la lettre B espagnole. Les Mayas écrivaient les mots par syllabes. Si un mot se terminait par une consonne, ils ajoutaient une syllabe, la voyelle étant simplement omise. C'était le principe du rébus. Imaginez 287 symboles. Trop pour un alphabet, trop peu pour un langage pictural pur, comme en Chine. Knorozov a démontré qu'il s'agissait d'un mélange complexe. Certains symboles représentaient des mots entiers, d'autres des syllabes individuelles, et d'autres encore des indices permettant de lire correctement les 2 premiers. C'était un système incroyablement flexible et ingénieux. Grâce à cette découverte, les pierres se mirent à parler. Nous avons découvert que le préfixe ti correspond à la préposition u ou na, et que le symbole en forme de tête est un pronom possessif. Nous avons alors commencé à déchiffrer non seulement des dates, mais aussi des noms. Et c'est ainsi que la vieille théorie des prêtres astrologues paisibles s'est effondrée. Il s'est avéré que les stèles mayas n'étaient pas des manuels d'astronomie. Elles relataient des guerres, des conquêtes et des rituels sanglants. Nous y avons découvert des emblèmes hiéroglyphiques, les armoiries des cités-États, Tikal, Copan, Palenque. Chaque inscription proclamait la grandeur du roi, le nombre de captifs capturés et le sang versé pour que les dieux permettent au soleil de se lever le lendemain. La civilisation maya se dresse devant nous dans toute sa splendeur terrifiante. Brillant mathématicien, capable de calculer le mouvement de Mars des milliers d'années à l'avance, et en même temps, féroce guerrier, pour qui le temps était une entité vivante exigeant des sacrifices constants. Ils nous ont légué leur code, et maintenant que nous avons appris à le déchiffrer, l'histoire de l'Amérique ancienne se métamorphose d'une légende vague en un récit captivant et sanglant, gravé dans la pierre. Nous ne sommes qu'au début de ce voyage, car des milliers de textes enfouis dans la jungle attendent encore d'être découverts,
recelant des secrets qui pourraient révolutionner notre compréhension du passé. Longtemps, nous avons cru que ces pierres ne contenaient que des prières aux dieux. Mais la réalité s'est révélée bien plus dure et fascinante. Il ne s'agit pas de vagues légendes, mais de véritables mémoires politiques et chroniques criminelles gravées dans le granit. Chaque grande cité, qu'il s'agisse de Tikal, Copan ou Palenque, possédait ses propres armoiries, un emblème hiéroglyphique, symbole du pouvoir absolu de la dynastie régnante. Une véritable révolution scientifique eut lieu lorsque Tatiana Proskoriakova remarqua une étrange régularité. Les stèles des villes n'étaient pas dispersées au hasard, mais regroupées en ensembles distincts. La période couverte par les inscriptions de chaque ensemble n'excédait jamais celle d'une vie humaine typique. Il ne s'agissait pas de récits divins, mais de biographies de personnes réelles. Jugez-en par vous-même. Un hiéroglyphe représentant une grenouille aux pattes levées symbolisait la naissance d'un futur dirigeant. La tête de l'animal, la joue bandée, annonçait son accession triomphale au trône. Les mayas consignaient chaque étape, de la date du mariage au nom des captifs de haut rang. Dans la cité de Yaxchilan, par exemple, régnait la féroce dynastie du jaguar. Nous assistons littéralement, pas à pas, à la transmission du pouvoir du grand jaguar bouclier à son fils, le jaguar oiseau. Un véritable Game of Thrones du monde antique gravé dans la pierre. Mais pourquoi une telle précision dans les dates remontant à des millions d'années? La réponse réside dans leur foi fanatique dans les astres. Les souverains n'agissaient jamais sans consulter les mouvements des corps célestes. Chaque guerre, chaque sacrifice devait s'accorder au rythme du cosmos. Aujourd'hui, nous avons appris à reconnaître leurs noms et leurs titres, à distinguer les visages des rois et de leurs épouses. Nous sommes à l'aube d'un moment où des milliers de textes enfouis dans la jungle parleront avec force. Il nous faut simplement notre propre Champollion qui dévoilera enfin cette civilisation grandiose et terrifiante.